Ah, mais mon cher ami, du moment que vous y consentez, je vous invite, je compte sur vous. J'ai décidé enfin d'accepter l'invitation. Jade FM, bonjour, c'est Christina. Aujourd'hui, je suis avec Christian Champin. Bonjour Christian. Bonjour Christina. Alors, tu es sculpteur à Paimboeuf. C'est ça, exactement. Sculpteur, c'est un terme un peu générique, académique. Je ne sculpte pas vraiment la matière, je suis un assembleur de morceaux métalliques, un métallo-déchéticien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un terme que j'ai inventé puisqu'il n'existe pas. Je me retrouvais pas dans un intitulé de plasticien, de sculpteur ou d'artiste métallique. Moi, mon truc, c'est les déchets métalliques, les déchets usuels, mais aussi les déchets industriels que j'assemble entre eux par soudure pour faire des sculptures de petite taille, mais aussi des sculptures monumentales de plusieurs tonnes. De plusieurs tonnes qu'on voit de temps en temps à Paimboeuf, non ? C'est exactement. Elles ont été un peu partout ici, à Corsé, à Paimboeuf, à la Fontaine-au-Breton, à Pornic, mais aussi sur des plages de la Côte d'Azur. Et maintenant, définitivement, dans un château en Vendée. Et alors, certaines de ces sculptures ont une petite histoire. Ah, bien sûr. Elles ont l'histoire que je raconte en les fabriquant. Je fais un petit peu de la pédagogie dans les écoles, mais je fais aussi de la pédagogie et de la politique pour les plus grands. De la politique. Oui, parce que je suis issu d'une famille où pour nous le recyclage avait une valeur et j'espère bien transmettre ces valeurs de recyclage, de détournement des objets aux plus grands. Alors, à propos de ta famille, cette histoire de ferraille, c'est dans la lignée familiale ? Ah ben complètement, c'est génétique. J'ai l'habitude de le dire. Mon grand-père était charron, c'est-à-dire il s'occupait du cerclage des roues en bois. Mon père était carrossier et moi je suis né dans une carrosserie. Et donc chez moi ça a toujours senti la soudure. Et c'est une odeur qui est familière. Je la connais, je la supporte mais essentielle. Alors, si j'ai bien compris, ici, on est au hangar et tout est à vendre. C'est ça, une exposition peut-être de 60. Alors, parmi les œuvres qui se trouvent ici au hangar, il y a toute une famille avec une histoire très particulière. Ben oui, les réfugiés climatiques. Depuis un certain nombre d'années, je suis occupé, ça m'occupe l'esprit, le fait qu'il y ait des réfugiés climatiques et que je produise des petits pingouins, des petits troupeaux de pingouins avec chacun une base qui est la même et puis qui ont des têtes différentes. Je raconte dans les écoles, puisque je faisais une intervention dans les écoles, j'en parlais tout à l'heure, que ces pingouins, ces réfugiés climatiques comme je les appelle, ont quitté la banquise, puisque la banquise se réchauffe, le glaçon fond, et donc ils sont en quête d'un nouveau territoire. Ils arrivent à Paimboeuf et puis se greffent avec eux toute une sorte de réfugiés. Il n'y a pas que les réfugiés climatiques, il y a également les réfugiés politiques, ceux qui ont quitté leur pays puisque c'était la guerre. Ils ont quitté leur pays puisque c'était également la famine chez eux. La famine, ils ont plus de quoi manger. Donc ça fait tout un troupeau de réfugiés en tout genre qui arrivent à Paimboeuf et qui me racontent leur histoire. Ils me disent que partout où ils vont, on leur dit rentrez chez vous. Et je leur dis à Paimboeuf, bienvenue, vous êtes les bienvenus ici. Ici, je vois une sculpture qui m'intrigue. Alors, je me permets de t'interroger dessus. Je ne sais pas comment tu as fait ça. Eh bien oui, cette sculpture est constituée de plusieurs éléments qui donnent globalement une vue extérieure d'un oiseau. Elle est constituée d'un élément principal, mais c'est un petit peu pour toutes mes sculptures comme ça. C'est un élément principal qui donne l'envie de créer quelque chose autour. Là, c'était un élément que j'ai récupéré chez mon ferrailleur. Lui, mon ferrailleur, n'a pas le souci de l'art, il a le souci de la production. Et lui, il a une presse géante qui coupe
tout ce qui arrive en morceaux de 70 cm. En fait, moi, je ne déforme rien, je ne casse rien, je suis un assembleur. Le morceau principal, je l'ai récupéré, je l'ai tourné dans tous les sens. À un moment, je me suis dit, voilà, il a sa position, je lui fais 2 pattes, je lui fais un bec, et le tour est joué. Il y a quelques éléments, et tout le monde voit que c'est un oiseau. Donc là, je vois une espèce de collection de masques africains. Mais complètement. C'est tout à fait dérivé de l'art primitif, ce qu'on appelle l'art primitif, puisque j'ai vécu une partie de ma vie en Afrique noire. Donc je suis très inspiré du continent africain. D'une part dans la manière de travailler, qui est celle de détourner les objets pour en faire quelque chose d'autre, mais aussi cette expression tribale que j'ai, de faire des masques africains. Ceux-là ont été fabriqués à la frontière entre la Mauritanie et le Sahara occidental. Ça faisait partie des grands voyages que j'ai fait avec ma famille. On est parti à 4 dans une ville qui s'appelle Dakhla, pour ceux qui connaissent, c'est la fin du Sahara occidental, dans le désert du Sahara, dans une ville, un oasis, où il n'y avait plus les 100 tonnes qui se trouvent dans mon atelier de matériaux métalliques, mais exclusivement des végétaux, des dents de chameau, des chapeaux de tagine, des racines, des pneus de vélo, des chambres à air. Et ça, c'était un peu le challenge. Est-ce que j'étais capable, avec mon esprit inventif, de fabriquer quelque chose d'autre avec du fil de fer et avec des vis? Et à côté, je vois quelque chose d'étonnant, c'est des éléphants, j'ai l'impression, en pleine course. Alors dans du métal, c'est pas évident de donner l'impression de course. Et tout est là, ouais, effectivement. Alors ça, pour moi, c'est difficile à expliquer puisque je ne conçois pas fabriquer quelque chose qui n'est pas d'expression. Mais toutes mes sculptures ont une posture particulière. Les éléphants sont en course, en train de courir vers quelque chose, aussi bien dans le mouvement de la trompe que le mouvement des jambes. Et c'est ce qui donne cette impression de lourdeur, puisque l'objet est massif et lourd. J'ai utilisé des matériaux lourds, mais ils sont en mouvement. On les croirait malgré tout en légèreté. Alors, il faut faire attention aux marches parce que apparemment il y a des crabes. Ben oui, il y a des crabes. Hein. On est bien placé ici en bordure d'océan pour savoir que, eh bien, il y a des crabes. Ceux-là sont des crabes génétiquement modifiés. Hein. Ils ont avalé une partie des déchets qui sont rejetés dans la mer, puisque à Paimboeuf, on est bien placé pour savoir que les déchets polluants sont dans la Loire et sont balancés directement dans l'océan. Et du coup, ces crabes-là, qui étaient paisibles à Taron, ont bu de l'eau génétiquement modifiée avec tous les constituants qu'il y avait à l'intérieur et sont devenus eux-mêmes des mutants, des crabes robotiques et mutants. Alors là, nous sommes devant un très grand cheval. Ben oui, c'est un cheval de pratiquement 3 mètres de haut qui est du coup à l'extérieur, au bord de la route, devant l'office du tourisme et l'exposition à Paimboeuf. Il est plus grand qu'un cheval normal. Oui, il est plus grand qu'un cheval normal. Et en fait, pour parler technique, la construction s'est faite d'abord par la tête. En fait, la tête, c'est un moteur de bateau, donc c'est ça qui a donné l'échelle du reste. J'ai commencé par la tête et ensuite j'ai construit le reste. Et c'était important pour moi, comme toutes les têtes, c'est un petit peu elle qui a donné l'échelle. Effectivement, il est plus grand qu'un cheval normal. Et je me demandais tout à l'heure, les sabots du cheval, c'est quoi ? Les sabots du cheval, c'est de la tuyauterie brillante d'une laiterie. Puisque la laiterie, dans la laiterie, c'est que des tuyaux en inox brillants. Et je voulais que les sabots ressortent un petit peu. Et alors, comment tu travailles ? Tu as plusieurs œuvres en même temps ou tu es toujours sur la même jusqu'à ce qu'elle soit finie ? Ah, c'est ça. C'est une très bonne question parce que je travaille jamais sur deux sculptures. Alors, je vais t'ouvrir la porte de mon atelier. Voilà mon atelier. 500 mètres carrés. Alors, j'aperçois de la ferraille et encore de la ferraille. Oui, à peu près 100 tonnes. À peu près 100 tonnes de matériaux de récupération que j'ai récupéré ici, que j'ai sélectionné et que j'ai rangé depuis une vingtaine d'années.
Et en fait, tout commence ici, évidemment, puisque c'est là que je travaille, je fais des soudures, c'est ici, mon atelier, c'est vraiment un endroit où j'aime me retrouver et j'aime penser à la prochaine sculpture. En fait, ton travail est intimement lié à la commune de Paimboeuf. Complètement, mais complètement. Parce que moi, je ne suis pas d'ici et je ne suis pas venu ici par hasard. Paimboeuf, pour moi, il y a une vingtaine d'années, Paimboeuf qui est dérivé d'une activité industrielle qui est en face d'Onge. Tout ça, ça me parle, puisque tous mes déchets viennent du monde industriel. Et le fait que Paimboeuf, il y a plus d'une vingtaine d'années, soit a été abandonné par l'industrie, ça m'intéresse, ça fait un lien avec mon expression, puisque tous les matériaux que j'utilise sont des déchets. Et donc, je les valorise. Et c'est là que ma présence à Paimboeuf a du sens. C'est que je valorise, je redonne de la valeur aux objets qui ont été jetés. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que c'est rangé. Ah, mais complètement. Ici, c'est un bordel sans nom. Mais il n'y a que moi qui trouve exactement le morceau dont j'ai besoin, puisque mon rangement, ma logique de rangement n'est pas conventionnelle et répond à quelques critères qui sont propres à moi. C'est par utilité, par taille, par couleur, par grandeur, par type de métal, etc. Peint ou rouillé, ou pas rouillé du tout, métal brut. Tout ça, ça fait partie des critères de sélection. Et ton atelier, ça a toujours été ici. Ça veut dire qu'au début, il n'y avait rien. Ici, il n'y avait rien. Ça fait 25 ans que je suis arrivé à Paimboeuf. Avant, comme je le disais tout à l'heure, mon père était carrossier. La construction des premières sculptures date d'une quarantaine d'années dans l'atelier de mon père, au milieu des éléments de carrosserie. Ici, c'est un peu le même atelier que celui de mon père, c'est-à-dire des outils, des postes à souder, des déchets métalliques, des marteaux, des meuleuses pour couper et pour assembler. Alors là, particulièrement, on est sur ma station de travail, c'est-à-dire mon établi où voilà, tout commence ici. C'est un établi à hauteur d'homme avec des postes à souder tout autour, des machines à tronçonner le métal, puisque je suis un assembleur. Je ne suis pas un déformeur de déchets. Je les laisse comme je les ai récupérés. J'utilise la déformation qu'ils ont eue pour pouvoir créer quelque chose autour. Et donc, les 2000 sculptures que j'ai fabriquées ont été fabriquées ici. Ici, ce lieu a vraiment de l'histoire. Il a toujours été ici. Ça a toujours été dans la même configuration. J'ai besoin d'être concentré et d'avoir des paramètres stables autour de moi, puisque dans ma tête, ça ne l'est pas toujours. Donc, j'ai besoin d'être rassuré. C'est une sorte le double de moi qui se trouve ici. Oui, alors plusieurs sortes de déchets, puisque avec le temps, j'ai aussi évolué dans le type de déchets que j'ai pu stocker et utiliser. J'étais dans un premier temps de ma carrière à être très attaché à ce que les déchets soient reconnaissables, soient entiers dans la création, et que tout le monde puisse se dire il a utilisé un pédalier de vélo, un ustensile de cuisine, tout ça. Maintenant, avec les années, ma sculpture a évolué et ces objets, on ne les reconnaît plus. Je récupère une autre sorte de déchets. Chez mon industriel, qui est un industriel du recyclage, lui, il coupe tout, il déforme tout, il broie tout dans un broyeur industriel et il coupe tout tous les 70 cm. Je récupère des déchets qui ont été massacrés par une voiture, mais coupés tous les 60 cm. Et je trouve que cette déformation donne de la vie un petit peu à la sculpture. Je me sers de la force de la déformation pour donner du mouvement ou une posture particulière à ma sculpture. C'est un lieu très intéressant ici. Le lieu n'est pas non plus un hasard, puisque il me fallait un grand atelier de 500 mètres carrés pour stocker tous mes matériaux.
J'ai trouvé ici à Paimboeuf un lieu qui avait une histoire particulière puisque c'était un endroit de stockage. La ligne de voie ferrée passe à 5 mètres, je dirais même à moins que ça. Et elle est maintenant plus présente, mais les trains passaient ici, déchargeaient leurs matériaux et puis rechargeaient d'autres matériaux en partant. Et c'était un hangar de stockage. Alors, dans cette séquence Ma vie, mon œuvre, tu as peut-être quelque chose à rajouter ? J'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai raconté un petit peu mon histoire, j'ai un petit peu raconté ce que j'ai essayé de faire. Il y a autre chose, c'est ce que j'essaye de dire à travers mes sculptures, les choses qui me préoccupent dans la vie, la manière de consommer les choses et de les jeter une fois qu'elles ont été utilisées. C'est une manière de dire, moi qui ai vécu dans les pays en voie de développement, en Afrique, en Inde, en Chine, etc., il y a beaucoup de gens qui sont comme moi dans leur pays, qui font pas de l'art forcément avec les objets qu'ils récupèrent, mais qui donnent une seconde vie à des objets qu'on peut transformer pour faire autre chose. Moi, mes gamins, je leur ai toujours raconté ça. Ils ont vu le travail que je faisais, donc ils en sont inspirés. Qu'on jette pas, qu'on consomme pas comme ça, parce que ça fait mourir évidemment la planète. Le message que je véhicule à travers tout ça, c'est de dire avant même de fabriquer quelque chose, on imagine qu'un jour ça deviendra un déchet et qu'une fois que ce sera un déchet, on pourra en faire quelque chose d'autre. C'est un peu le message, la trame de mon expression. Et puis se greffe à ça évidemment les grands sujets, les grandes préoccupations actuelles comme le réchauffement climatique, la gestion des flux de migrants, j'en ai parlé tout à l'heure. Tout ça, ça m'empêche de dormir et il n'y a pas de raison que je sois le seul. Donc toutes ces petites histoires humoristiques, en fait, elles ont un fond très très sérieux. Bien sûr, il y a plusieurs degrés de vision. C'est-à-dire que les petits voient ça d'une manière amusante, d'avoir un personnage ou un animal, mais les grands sont sensibles aux histoires que je raconte puisque c'est des histoires d'actualité, que je constate et que je maquille à ma guise. En même temps, je vais au bout de mon idée d'une manière définitive. C'est-à-dire qu'avant même que je commence la réalisation concrètement, c'est déjà fini, puisque j'ai déjà pensé visuellement et dans ma tête à tout ce qui va découler et comment ça va s'enchaîner, etc. C'est pas, je commence pas quelque chose en me disant bon, je commence comme ça et puis je verrai bien. Non, je ne verrai pas bien. Je commence quelque chose en étant sûr de pouvoir finir et en ayant tous les morceaux dans mon atelier. Et donc, au départ, tu prends un morceau et à partir de là, tu vas savoir si ça va être quelque chose de très grand, très petit. Exactement. C'est aussi la taille du constituant que je récupère qui me donne la taille du modèle, soit humain, soit animal, que je vais faire. Puisque pour des petites sculptures qui mesurent 50 cm, évidemment, les déchets sont de plus petites manufactures. Là, en l'occurrence, pour le cheval, la tête est un moteur de bateau, mais le corps en lui-même est un moteur de voiture, puisque c'est un cheval génétiquement modifié. Donc si on t'apportait une pièce de 10 mètres, tu partirais dans une sculpture de 10 mètres. Mais exactement, mais ça a déjà été le cas puisqu'on m'a proposé pour des musées. J'ai travaillé pour des musées qui me disaient voilà, on a un morceau de coque de bateau, c'était pas 10 mètres, c'était 6 mètres. Est-ce que tu peux faire quelque chose avec ce bout de coque de bateau qui était en métal, qui avait été retiré de la coque de bateau puisqu'elle était plus étanche. Et donc j'ai fait un totem qui est maintenant devant le musée, planté en bord de route. Donc 10 ou 80 sculptures ici exposées au hangar de Paimboeuf devant la Loire, derrière l'office du tourisme, une exposition vente puisque mes sculptures sont à vendre. Et tout doit disparaître, si j'ai bien compris. Effectivement, tout doit disparaître puisque je vais certainement passer à autre chose. C'est-à-dire que ma carrière ne débute pas de la semaine dernière. Ça fait 25 ans que je pratique le fait que je sois métallo-déchéticien et que peut-être, je vais changer d'expression, de matériaux. C'est mon souhait. J'ai vendu déjà plus de 2000 pièces.
J'ai pas fait le tour des déchets métalliques. Je les connais, je les ai utilisés dans tous les sens. Et peut-être que c'est l'occasion, en vendant toutes mes sculptures, de passer à autre chose. Donc c'est un grand moment. C'est un grand moment, mais si on étudie la vie des grands artistes, à un moment, ils ont cru épurer ce qu'ils avaient fait dans un domaine et sont passés à autre chose. C'est un peu le cas pour moi.